il y a plus d'un siècle, le sanctuaire de Philae s'élevait non pas au nord, mais à l'est de l'île de Bigé. Une île bien plus étendue où se trouvait le tombeau d'Osiris, défunt mari de la déesse Isis. Les deux sanctuaires se faisant ainsi face pour l'éternité. À cette époque, le niveau du Nil est plus bas et sa largeur n'excède pas 1 à 2 km. Régulièrement, le fleuve subit de violentes crues qui nourrissent les terres agricoles, mais se révèlent parfois dévastatrices. Pour mieux maîtriser ce phénomène et permettre une irrigation contrôlée des cultures, un projet de barrage est envisagé dès la fin du XIXe siècle. C'est ainsi que le premier barrage d'Assouan, long de 2,5 km, voit le jour en 1902. Il possède 180 vannes et s'élève à 50 mètres de hauteur, retenant jusqu'à 5 millions de mètres cubes d'eau. Bien sûr, cet événement a changé radicalement le paysage et le cours du Nil. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus qu'une surface d'eau totalement plate. Donc, petit à petit, le lac est devenu plus profond, plus large et a couvert les structures monumentales qui se trouvaient malheureusement à l'intérieur. Le temple s'est retrouvé les pieds dans l'eau 10 mois par an, ce qui est assez long. Donc on gardait tout de même une période sèche où il était accessible, mais le reste de l'année, on pouvait toujours aller se promener dessus, mais en bateau. On ne pouvait plus le faire à pied. Cette immersion partielle et saisonnière endommage évidemment les temples et fait disparaître les peintures qui agrémentaient ces façades. Mais à cette époque, l'Égypte est en plein développement et veut devenir autonome en matière d'énergie. L'électricité hydraulique que peut produire les barrages devient stratégique. C'est ainsi qu'en 1960, un second barrage est envisagé. Sa retenue d'eau permettra également de développer l'agriculture nourricière. On estime que le deuxième barrage devait augmenter d'au moins 30% la quantité de terre déjà disponible. À l'échelle de l'Égypte, c'est énorme. Plus haut et plus large que l'ancien, le haut barrage d'Assouan sera implanté à environ 5 km au sud de Philae. Il fera naître en amont le lac Nasser, un réservoir artificiel de 500 km de long et de 162 milliards de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 30 ans de consommation d'eau potable pour un pays comme la France. Une autre conséquence est évidente. Le niveau de l'eau entre les deux barrages, dans la zone où se trouvent les temples de Philae, va encore monter. Par contre, évidemment, le prix à payer, c'est qu'on allait passer à un temple complètement noyé, et ça n'aurait pas été le seul, parce que le bassin de retenue du second barrage allait beaucoup plus loin. C'est toute la culture égyptienne qui était menacée de noyade à ce moment-là. Le haut barrage d'Assouan représente d'autant plus un danger que, pour fonctionner, ces turbines électriques ont besoin d'une fluctuation quotidienne du niveau de l'eau d'environ 3 mètres. À n'en pas douter, ces mouvements répétés représentaient une véritable menace pour les édifices engloutis. Les gens avaient peur que l'instabilité du niveau de l'eau fragilise les fondations des édifices et que les temples s'effondrent à cause de ce nouveau phénomène. Voir disparaître ce que certains décrivent comme la perle d'Égypte est inconcevable. Car Philae n'est pas n'importe quel sanctuaire. Il est non seulement le dernier temple bâti de l'Égypte antique, mais il est également d'une importance considérable pour la compréhension de la culture égyptienne. L'île est un véritable livre de pierre. Les temples de Philae sont couverts par environ 8000 mètres carrés de relief hiéroglyphique. Et c'est le plus important corpus hiéroglyphique regroupant des sources sur le culte et la théologie d'Isis et d'Osiris, deux divinités très universelles du monde antique. Située aux portes de la Nubie, non loin de la frontière sud de l'Égypte, Philae a longtemps représenté la source du Nil pour le peuple égyptien. L'endroit d'où les dieux faisaient jaillir l'eau nécessaire à la vie sur Terre. Mais qui dit frontière, dit également zone de commerce. Sous la dynastie des Ptolémées, l'île est une plaque tournante pour le négoce de métaux précieux. La Nubie a été longtemps célèbre pour l'or qu'elle procurait à l'Égypte et que les pharaons ont exploité. Un temple en Égypte ancienne, ça n'est pas juste un lieu de culte, c'est également un lieu de production.
C'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on rend la justice, c'est un relais du pouvoir central, du pouvoir de Pharaon, finalement, qui est lui-même partiellement divin. Bâtir un temple gigantesque à cet endroit précis répondait donc à un double enjeu pour les pharaons. Faire la plus belle des offrandes aux dieux protecteurs du Nil et asseoir leur suprématie économique et politique sur la région. Pour toutes ces raisons, les temples de Philæ sont considérés comme un patrimoine mondial inestimable. Voir ces temples disparaître, ça aurait été inimaginable, ça aurait été une énorme perte. Ce sont les plus beaux exemples qu'on ait d'une architecture égyptienne du Sud. C'est ainsi que l'on a estimé désespérément que les temples devaient être déplacés ailleurs afin de les préserver pour les générations à venir. En 1959, c'est l'UNESCO qui va coordonner une mobilisation internationale sans précédent pour sauver ce joyau de l'engloutissement. Ingénieurs et archéologues envisagent alors 3 options. Option 1, édifier des barrages supplémentaires entre l'île de Bigué, celle d'Agilkia et la rive est, pour isoler toute une partie du lac et la maintenir à un niveau d'eau inférieur au reste. Option 2, démonter les temples pierre par pierre, puis les réassembler sur leur île d'origine après l'avoir rehaussé de plusieurs dizaines de mètres. Et enfin, option 3, construire une barrière de protection directement autour des temples afin de les isoler de la montée des eaux. En 1960, c'est l'option 2 qui est retenue. Les experts vont néanmoins en proposer une variante. Ils poursuivent dans l'idée de démanteler bloc par bloc chacun des temples, mais proposent de les réassembler à 300 mètres au nord, sur une île déjà plus élevée, celle d'Agilkia. Très vite, cette proposition est adoptée par le gouvernement égyptien. D'un côté, c'était une solution définitive. Une fois que le temple était surélevé et placé sur une base de béton, il aurait été sauvé dans une situation saine. De l'autre, ça permettait de donner du travail à des milliers de personnes de la région. La troisième raison, c'est la forme générale et la nature de l'île qui était très similaire à celle de l'île de Philæ. L'île d'Agilkia offre en effet la possibilité de réimplanter les temples selon leur disposition et leur orientation originelle. Un atout de taille pour conserver au site sa dimension spirituelle primaire. Effectivement, l'orientation avait dans l'architecture égyptienne une importance vraiment primordiale. On va l'associer à la mécanique générale du monde, à travers la marche des étoiles, des astres, ou à travers certains événements bien précis. Habituellement, les temples de l'Égypte antique sont construits sur un axe est-ouest, en rapport avec la trajectoire du soleil et donc du dieu Ré qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. Les portes à l'est laissent entrer les premiers rayons de lumière, tandis que le naos, le cœur du temple, se trouve placé à l'ouest. À Philæ, il est étonnant d'observer que le temple principal, celui d'Isis, est orienté selon un axe totalement opposé. Les portes au sud et le naos au nord, parallèlement au cours du Nil. Le sanctuaire de Philæ serait donc une offrande au dieu du fleuve sacré. Une théorie confirmée par l'interprétation de certaines gravures. Nous sommes ici à la porte d'Adrien. Nous avons une importante gravure qui représente l'île de Bigué, l'île du dieu Osiris. On voit ici le dieu du Nil, Hapi, caché sous les rochers de granit. Il tient 2 grandes jarres et il verse de l'eau dans le Nil. Cela montre que les Égyptiens croyaient que ce chapelet d'île était la source des eaux du Nil. Il y a plus de 2000 ans, Isis, grande magicienne et déesse de la résurrection, était donc vénérée ici, dans le sens du courant du Nil, afin que le fleuve continue de nourrir les terres et d'assurer aux Égyptiens de bonnes récoltes. Aujourd'hui, rien ne distingue l'organisation primaire des temples de leur nouvel agencement sur l'île d'Agilkia. Le sanctuaire égyptien, fidèlement reconstruit, y trône majestueusement, comme si sa place avait toujours été là. Mais pour y parvenir, les ingénieurs ont dû mener à bien plusieurs défis d'envergure.
Il leur a fallu par exemple façonner Agilkia pour donner à ce nouveau site la même forme que l'île de Philae. Un chantier titanesque. On parle de 5 ans de travaux pour rendre l'île similaire à la première, sans aucune différence entre l'ancien emplacement et le nouvel emplacement sur l'île d'Agilkia.